Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette autre édition du Grand Journal sur votre chaîne de télé. Les titres. Et donc, on parle de réconciliation nationale au Tchad, où ils sont donc nombreux, ces exposants à répondre à la main tendue du président du Conseil militaire de transition. C'est donc à l'exemple des ex-membres de l'Union des forces de la résistance, UFR, et le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, qui ont été reçus par Mahamat Idriss Déby Itno. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire va de mal en pire. Des attaques terroristes n'ont de cesse d'endeuiller les populations. En l'espace de quelques mois seulement, notamment depuis l'arrivée de Damiba aux affaires, les terroristes ont fait monter le bilan de décès au sein de plusieurs localités. Et puis en sport, l'étau se resserre autour de Sylvain Bourou, le gardien de but titulaire des éléphants vient donc de se voir suspendu jusqu'au coup d'envoi de la prochaine CAN. Après avoir été au préalable, était suspendu à titre provisoire pour dopage par la FIFA en décembre dernier. Et nous démarrons donc ce journal sur For You Télévision avec bien sûr l'actualité du côté de l'Afrique de l'Ouest, cap donc au Mali où l'armée française a donc plié bagage du côté de Ménaka, notre départ justement des troupes françaises après celle de Kidal, de Tessali et de Tombouctou. Fotso nous en dit plus. Après la fermeture des bases militaires de Kidal, Tessalit et Tombouctou, l'armée française a quitté lundi 13 juin la base militaire de Ménaka, au nord-est du Mali. Ouverte en 2018, cette base située entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso hébergeait le groupement des forces spéciales françaises, mais aussi les soldats de la force européenne Takuba. La France vient ainsi de remettre le commandement de la base aux forces armées maliennes, avant-dernier retrait du genre. Le pays d'Emmanuel Macron ambitionne de retrocéder Gao, ultime base sous le contrôle français, dans les prochains jours. Ce départ témoigne du climat de tension entre Bamako et Paris, de la rupture de 9 années de la présence française au pays, en particulier depuis l'arrivée du groupe Wagner. Lundi, le Mali a demandé une réarticulation du mandat de la MINUSMA, force de plus de 13 000 soldats. Dans le même temps, les autorités ont suspendu tout appui aérien de la force Barkhane à la force onusienne. Et nous resterons en Afrique de l'Ouest pour toujours parler des problèmes sécuritaires avec bien sûr Henri Damiba Sandago qui semble justement ne pas avoir la maîtrise de la situation sécuritaire du côté du Burkina Faso car la multiplicité des attaques terroristes ces dernières semaines en disent donc long sur la porosité qui se vit au niveau sécuritaire. Cliché donc qui impose des questionnements sur la véritable mission de ce président de la transition du côté du Burkina Faso, mais aussi et surtout sur sa gestion. Emma Moto nous en dit plus. Les attaques au Burkina Faso ont pignon sur rue depuis l'arrivée au pouvoir du lieutenant Henri Sandago Damiba. Un contrat qui contraste avec ce qu'il avait promis, c'est-à-dire faire de la sécurité sa priorité. Que nenni, car il ne se passe pas une longue période sans qu'il y ait des attaques. Les exemples s'engrainent tel un chapelet. L'on a souvenance de l'attaque de mars 2022 survenue dans la région de Dori, l'une des principales villes du nord-est du pays. Une attaque qui a été considérée comme l'une des plus meurtrières depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier. S'en est suivi d'une série d'actes terroristes au mois de mai dans la ville de Madjouari, faisant une cinquantaine de victimes. Même son de cloche au mois de juin, plus précisément dans la nuit du 9 juin où les populations de Seitenga ont été martyrisées par des terroristes. Quelques jours après, c'est-à-dire dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin où les populations de Seitenga ont une fois de plus été victimes d'attaques des terroristes. Le bilan de cette attaque fait état de plus de 50 morts, obligeant le gouvernement à décréter 3 jours de deuil national. Un scénario déjà vécu avec l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Une situation qui ouvre le débat sur la gestion sécuritaire de Paul-Henri Damiba, qui pour l'heure est au cœur d'une polémique relative à la transition, et au moment où le Sahel est en proie à des attaques de toutes sortes.
Le Togo également rentre dans la danse de la lutte anti-terrorisme et donc suite aux dernières attaques perpétrées donc au nord de ce pays, le président de la République Faure Gnassingbé a donc décidé de l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Une décision prise par le gouvernement qui entre donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui devient de plus en plus menaçant pour le pays. À l'issue donc de son dernier conseil des ministres, le gouvernement togolais a fini par adopter ce décret qui instaure l'état d'urgence dans le nord du pays. Une décision prise après les 2 attaques terroristes perpétrées donc dans cette partie septentrionale du Togo en l'espace de 6 mois, notamment du 10 au 11 novembre 2021 et bien sûr du 10 au 11 mai 2022 contre le dispositif de l'opération Koundjouaré qui est donc entré en vigueur depuis hier, lundi 13 juin. L'état d'urgence donc en vigueur pour 3 mois qui peut être prorogé après autorisation de l'Assemblée nationale et donc présenté comme une mesure d'exception prise justement sur une situation particulière. On rappelle, la dernière attaque contre les forces de défense et de sécurité a fait 8 morts et 13 blessés côté togolais. En début donc du mois, le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, Yard Damehame, a effectué une séance de travail au siège justement de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme. C'était donc à Riyad, en Arabie Saoudite. Objectif de cette activité, c'était bien sûr de s'enquérir des efforts de l'Alliance islamique dans la lutte contre l'idéologie extrémiste et la coordination de tous les efforts pour faire face aux tendances terroristes. Et nous sommes en Côte d'Ivoire à présent pour parler de toute autre chose, en fait société. On parle là du déguerpissement en zone à risque de la capitale ivoirienne. Et donc en prélude à la saison des pluies dans la capitale, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a donc pris des décisions contre des risques d'inondation. L'objectif majeur est de préserver la vie des populations contre les menaces liées justement aux pluies qui ont déjà fait plusieurs morts dans ces zones à risque. Les détails dans ce reportage que signe P. Chaque année, la saison des pluies est source de désolation à Abidjan pendant les mois de juin et juillet. Au regard de cela, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a lancé une grande opération de déguerpissement visant à éloigner les populations des zones à risque, à savoir inondations, éboulements ou glissements de terrain. Au moins 25 000 personnes, reparties sur 54 sites dans 8 des 10 communes d'Abidjan, sont concernées. Si le ministre Bouaké Fofana espère sauver des vies, les associations d'aide au déguerpi dénoncent des expulsions brutales sans solution de relogement et continuent de réclamer la liste exacte des sites concernés par ces destructions de logements, craignant des projets immobiliers ou industriels inavoués. Cette initiative de déguerpissement est l'un des plus importants ces dernières années, avec ceux liés aux travaux de construction du métro ou du déplacement de la casse d'Abobo. Ces expulsions sont liées à des projets d'infrastructure ou immobiliers qui concerneraient environ 5 000 personnes par an depuis 2012. Rappelons que la saison des pluies en 2018, entre le 18 au 19 juin, a enregistré 20 décès sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais avec l'urbanisation galopante, les zones à risque ont été investies et le ministère sensibilise les populations qui quelquefois partent pour revenir après les pluies. Cap à présent du côté de l'Afrique centrale et nous ouvrons cette autre page avec l'actualité tchadienne comme donc annoncé en titre. Le Tchad vibre tout simplement au rythme de la réconciliation nationale et donc le général Mahamat Idriss Déby Itno est donc déterminé à faire cette réconciliation nationale un acquis pour tous les Tchadiens et c'est donc dans cette optique qu'il a reçu tour à tour en fin de semaine dernière deux ex-opposants justement au gouvernement en place. Il s'agit de M. Dadi Hassan Guéro, ex-membre de l'Union des forces pour la résistance, mais également de M. Mahamat Moussa Souleymane, ex-trésorier du Front pour l'alternance et la concordance du Tchad. Koumabité.
Les deux compatriotes ont décidé de saisir la main tendue du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a toujours cru à la réconciliation entre les filles et fils du Tchad pour jeter les bases de son développement. Le processus de réconciliation nationale enclenché dans le cadre de la transition a constitué l'essentiel des échanges avec le chef de l'État. Sans condition, M. Dadi Hassan Guéro, ex-membre de l'UFR, a regagné le pays suite à l'appel du chef de l'État qui, dès le début de la transition, a mis les chronos en marche pour réunir tous les Tchadiens autour de cet héritage commun, le Tchad. Pour M. Dadi Hassan Guéro, il y a un temps pour chaque chose et que l'heure est maintenant à la synergie d'action entre tous les Tchadiens pour relever le pays. Dans le même sillage, M. Mahamad Moussa Souleymane, ex-trésorier des FAT, est rentré au pays. Mahamad Moussa Souleymane a remercié et félicité le chef de l'État pour sa largesse de vue et son inébranlable foi à l'avenir du Tchad qui passe par l'inclusion de tous ses fils et filles du Tchad autour de la question sur le devenir du pays. Bien avant ces derniers, en février dernier, c'est l'ancien syndicaliste Djibrine Assali Amdallah, par ailleurs leader du mouvement national pour le salut du peuple, qui répondait aussi à l'appel du PCMT, avec qui les échanges ont porté sur le processus de transition et l'apport de cette figure dans le dialogue national inclusif en cours de préparation. Il en a profité pour marquer son adhésion au processus mené par le Conseil militaire de transition. Faut-il le rappeler, le PCMT a décrété lundi le 29 novembre 2021 une amnistie générale pour les rebelles et opposants condamnés notamment pour délits d'opinion, terroristes ou atteinte à l'intégrité de l'État. Cette mesure concerne 296 personnes condamnées, détenues ou non, et répond à l'une des exigences des principaux groupes rebelles pour venir à la table des négociations à l'invitation du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le jeune général, qui a pris la tête du Conseil militaire de transition au lendemain de la mort de son père, Idriss Déby, le chef de l'État, tué en avril 2021 dans un combat contre les rebelles. Et nous sommes toujours en Afrique centrale, cette fois-ci au centre même de l'Afrique. Vous l'aurez certainement compris, nous sommes au Cameroun, à Douala, la capitale économique, où dans le cadre, bien sûr, des activités du service civique de ce pays de l'Afrique centrale, le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Djedolo Ivara Dubois, a donc présidé ce jour même la cérémonie de la levée des couleurs. C'était à l'esplanade de ces services du côté, bien sûr, de Bonanjo. Un moment fort qui sensibilise et appelle justement tous les citoyens à prendre conscience sur l'importance, mais également le respect des emblèmes nationaux qui sont chers au Cameroun. À cet effet, le gouverneur de la région du littoral a donc voulu s'exprimer pour justement interpeller tous les Camerounais sur le respect de cet emblème au micro de Koumabité. La campagne de réarmement moral par les jeunes du service civique participe, n'est-ce pas, de la volonté du chef d'État de toujours nous rappeler que nous formons une seule et même nation. Et cet exercice doit se faire au quotidien. Et vous comprenez que avec cette cérémonie, c'est une façon de reprendre en main les citoyens que nous sommes, puisque généralement nous nous levons chaque matin. Le premier réflexe, c'est de prier et puis de foncer directement au bureau. Mais on oublie qu'une fois sorti de la maison, on rencontre cet emblème qu'est le drapeau, qui nous rappelle notre nation. Et nous devons ainsi tous nous dire que chaque journée est une journée de défi, de challenge. Et lorsqu'on pense qu'on travaille pour la nation, on doit donc reconnaître en ce drapeau le symbole de l'autorité qui, quand nous sommes appelés sous le drapeau comme les militaires, nous devons comprendre que la patrie doit être défendue par notre façon de travailler, par notre façon de servir les autres. On imagine l'engagement du gouverneur pour que vous êtes à faire respecter cette principe dans l'administration ici à la région. Bien, nous représentons le chef de l'État, le Premier ministre et chaque ministre. Donc nous représentons l'administration et nous devons prêcher par l'exemple. Vous comprenez que cet exercice se fait à 8 heures. C'est une façon de rappeler aux uns aux autres que quand on vient après 8 heures, on est en retard. Et donc il est question pour nous
de pouvoir reprendre ce réflexe et savoir que dès qu'il est 8 heures, c'est un peu comme la cloche qui sonne, mais le drapeau est là pour nous rappeler qu'au travail. Juste ajouter que cette grande campagne nationale de la revalorisation des symboles et emblèmes nationaux du Cameroun va donc se poursuivre jusqu'au mois de juillet, et ce, sur toute l'étendue du territoire national camerounais. Nous restons dans la capitale économique, mais cette fois-ci au niveau du 4e arrondissement où a eu lieu justement le lancement le 31 mai dernier. Le lancement, on va le dire, du point focal des journées portes ouvertes du guichet unique de facilitation de délivrance, mais également d'actes d'urbanisme de la communauté urbaine de Douala. Une équipe de la mairie, donc la ville, siège depuis ce 14 juin et jusqu'au 18 juin prochain à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 5e, une occasion pour les populations de cette commune d'obtenir donc toutes les informations relatives aux actes d'urbanisme. Et donc, je vous propose à ce propos de suivre M. Beba Ikwe, coordonnateur donc du guichet unique de facilitation de délivrance des actes d'urbanisme de la communauté urbaine de Douala. Il est au micro de For You Télé. Urbaine a décidé, au regard des difficultés que les usagers ont à déposer et à obtenir leurs actes d'urbanisme, de pouvoir organiser dans les 5 arrondissements continentaux de la ville ces séances d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations relativement à l'acte de construire. Douala, c'est une ville planifiée, c'est une ville organisée qui est dotée d'un certain nombre de documents de planification urbaine et qui oriente l'occupation des sols à l'intérieur de la ville. Nous devrions donc, à travers ces séances de sensibilisation, de pouvoir apporter la bonne information aux populations pour essayer de pouvoir inverser la tendance négative que nous constatons dans la ville où la majorité des constructions qui se font ne font pas l'objet de délivrance des actes administratifs d'urbanisme. Il s'agit donc de sensibiliser ces populations-là et de leur montrer l'intérêt qu'elles ont à obtenir préalablement à toute construction les actes administratifs d'urbanisme qui sont prévus par la réglementation en vigueur. Alors en Afrique du Sud, à présent, où la capitale craint tout simplement une pollution de l'air respiré. Et donc, une enquête a été demandée par les habitants de Johannesburg sur la qualité de l'air qui est respiré dans cette partie du pays. Car depuis plusieurs semaines, de fortes odeurs de soufre ne cessent donc de se répandre dans toute la capitale. Et n'étant donc pas à leur première pollution d'air, la population invite ainsi le gouvernement à prendre au plus tôt de strictes mesures. Bala nous en dit plus. L'Afrique du Sud fait de nouveau face à des cas de pollution d'air, en particulier à cause d'une forte odeur de soufre dans la ville de Johannesburg. Aussitôt ressenti, la ville a demandé une enquête sur la qualité de l'air respiré. Nous recevons de nombreuses plaintes, même de la part de nos résidents, concernant les mauvaises odeurs qui ressemblent à une odeur de soufre ou d'œufs pourris. Et cela montre que la pollution est assez élevée dans la région. Même si pour certains experts ce n'est pas dangereux et ce n'est pas toxique, les produits chimiques généralement présents dans la pollution de l'air auront naturellement un effet sur la santé. L'année dernière encore, l'odeur avait été attribuée à une grande présence de dioxyde de soufre et de sulfure d'hydrogène qui provenait d'une usine. De nombreuses études récentes ont justement montré que la pollution atmosphérique a réduit l'espérance de vie dans la capitale de 3,2 ans et touche particulièrement les enfants. Nous constatons actuellement une augmentation de l'asthme chez les enfants et à une recrudescence chez les adolescents et les adultes, ainsi qu'une aggravation des symptômes dans cette population. Rappelons que l'Afrique du Sud n'est pas sa première pollution, car à l'est du pays, dans la région de Mpumalanga, l'air est le plus pollué par les centrales électriques au monde, accuse l'ONG Greenpeace. Rien qu'en 2016, l'accusation estime que la pollution atmosphérique a causé entre 305 et 650 décès précoces dans les régions. Ce n'est pas tout, car en 2019, plusieurs associations environnementales avaient porté plainte contre le gouvernement pour avoir violé le droit constitutionnel des habitants de respirer un air sain en référence de l'air mortel.
Précisons que certaines études des pays occidentaux ont atteint un plafond en termes de pollution, tandis que l'Afrique du Sud continue de voir son taux de pollution de l'air augmenter. Parlons de toute autre chose à présent pour justement évoquer le prochain sommet du Commonwealth qui va donc se tenir du côté de Kigali, c'est bien sûr au Rwanda. Et de ce côté-là, les autorités nous font savoir que le Rwanda est prêt et est en mesure donc d'accueillir ce sommet du Commonwealth. Une affirmation sans embâche de Prudence Rubingisa, maire de la ville de Kigali. Selon elle, les préparatifs pour le sommet du Commonwealth qui s'ouvre donc à partir du 20 juin 2022 à Kigali vont bon train. Les officiels rwandais qui l'ont annoncé précisent que ce rendez-vous international se tiendra alors jusqu'au 25 juin dans une mission d'inspection menée sur les différents sites et espaces devant accueillir les assises et les manifestations parallèles dans la ville de Kigali. Les autorités municipales ont annoncé que tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce rendez-vous qui attend la participation d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth une grande réussite. Outre donc les chefs de gouvernement, plus de 10 000 invités ont pris justement date pour ce qui devrait être la meilleure réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth jamais organisée avec pour thème général offrir un avenir commun, connecté, innové, transformé. D'après les données officielles, plusieurs centaines de kilomètres de routes et différentes infrastructures routières ont été déjà aménagées par le gouvernement en étroite collaboration avec les autorités municipales. Les dirigeants sont appelés à discuter de la manière de livrer les choses qui ont été abordées. Justement, à l'édition de 2018, c'était à Londres, un avenir commun. Des représentants de différentes structures, dont l'homme d'affaires, les femmes, les jeunes, la société civile, sont également attendus à Kigali. Après le Rwanda et le Mozambique, pays non anglophones, devenus donc membres du Commonwealth, le Togo frappe à la porte de cette communauté dont les États membres sont en majorité d'anciens territoires, territoires de l'Empire britannique. Et pour rappel donc, le Commonwealth a pour mission de promouvoir une série de valeurs communes à ses membres, notamment l'égalité, la non-discrimination, la démocratie et bien évidemment la primauté du droit. Du côté de la grande île, bien sûr, à Madagascar, c'est l'ancien président du Sénat qui se retrouve donc dans une affaire de justice pour corruption. Et donc, il s'agit de Rivo Rakotovao, qui a donc été convoqué le lundi 13 juin par le Bureau indépendant de lutte anti-corruption pour une suspicion de corruption, de détournement de fonds publics, mais également d'abus de fonction. Des faits donc qui remontent à 2019 lorsqu'il était alors à la tête de la Chambre haute. Les détails avec vous, Emamoto. Comme il avait annoncé, Rivo Rakotovao, l'ex-président du Sénat à Madagascar, n'a pas fait la sourde oreille à la convocation émise par le Bureau indépendant anticorruption Bianco. Le coordonnateur national du parti, Eri Vao Madagascara, s'est rendu lundi 13 juin à Amboibao pour répondre aux interrogatoires des enquêteurs de cet organisme. Il est soupçonné d'être mouillé dans un dossier de suspicion de corruption, de détournement de fonds publics et d'abus de fonction. Des faits que l'ancien président du Sénat a d'emblée nié devant la presse, lundi 13 juin. Il s'agit en effet de la gestion d'un reliquat du budget du Sénat en 2019. L'enveloppe attribuée à cette institution a présenté des restes en fin d'exercice et les dirigeants du Sénat ont décidé à cette époque de les créditer dans les fiches de paye de tous les employés de l'institution à titre de prime, selon les explications apportées par l'ex-président lundi à la sortie de son audition. Cet aménagement a fait l'objet d'une plainte auprès du Bianco. Pourtant, face aux enquêteurs de cet organisme, l'ancien patron du Sénat a assumé l'opération. L'audition a duré près de 4 heures d'affilée dans les locaux du Bianco à Amboibao, à l'issue de laquelle Rivo Rakotovao a pu rejoindre son domicile. L'affaire a vite pris une tournure politique. Le leader du parti HVM a bénéficié du soutien des autres partis de l'opposition, notamment le TIM, le RMDM, qui ont fait le déplacement lundi. L'opposition dénonce un acharnement et l'ancien président du Sénat, quant à lui, craint une instrumentalisation de la justice à des fins de répression politique. L'enquête se poursuit. D'autres ex-sénateurs pourraient être attendus très prochainement.
Cap à présent du côté du Burundi avec bien sûr la célébration de la journée du patriotisme qui s'est tout simplement déroulée sous le signe d'une renaissance nationale. C'était donc le 8 juin dernier, une cérémonie qui a eu la présence du président Évariste Ndayishimiye qui a donc su rehausser encore cet autre moment de communion entre les Burundais coin de ce pays. Il faut le dire, la cérémonie avait donc lieu de célébration, la nouvelle capitale, Gitega, capitale politique justement du Burundi. Et donc, Kwechu revient sur cette journée du 8 juin. La journée ayant coïncidé avec la commémoration du 2e anniversaire de la mort inopinée du feu président Pierre Nkurunziza, guide suprême du patriotisme au Burundi. Moment de prière, de recueillement et dépôt de gerbes de fleurs sur le mausolée érigé au centre de Gitega, telles sont les activités qui ont ouvert la dite journée, en présence de la famille biologique du guide suprême du patriotisme, des hauts cadres de l'État et des membres du corps diplomatique et consulaire. Les cérémonies se sont ensuite poursuivies au stade Ingoma où toutes les institutions publiques étaient représentées, essentiellement les élus, les hauts cadres et cadres de l'État nommés par décret présidentiel. Cette deuxième partie de la journée nationale du patriotisme était articulée autour de 4 grands thèmes. Des experts nationaux dans l'objectif d'aiguiser le sens patriotique des leaders présents dans l'assistance. Prenant la parole pour enrichir les enseignements patriotiques, le président Évariste Ndayishimiye s'est réjoui d'un changement radical des mentalités des Burundais qui ont définitivement dépassé les divisions ethniques et n'aspirent plus qu'à la paix et au développement socio-économique. Selon le chef de l'État, l'impact de l'héritage de feu président Pierre Nkurunziza se manifeste aujourd'hui dans l'amour que les Burundais portent à leur patrie. Leurs paroles et leurs actions démontrent de plus en plus leur attachement au Burundi et cela se traduit par des investissements nationaux en nette hausse. Les retombées s'observent également dans le retour acclamé du Burundi sur la scène internationale. Le président Évariste Ndayishimiye s'est également félicité de la volonté affichée par les responsables politiques et administratifs pour redresser économiquement le Burundi en faisant toujours prévaloir la loi dans la gestion de la chose publique, et a rappelé avec insistance que la planification et l'exécution des politiques publiques incombent aux fonctionnaires de l'État qui s'arrogent souvent le droit de travailler à perte impunément. Il a indiqué que les attitudes improductives doivent être combattues car elles favorisent la pauvreté, source de tous les maux. Ces cérémonies officielles étaient organisées conformément à la loi du 4 juin 2021 portant instauration et octroi du statut de guide suprême du patriotisme au Burundi, le feu président Pierre Nkurunziza. En sport, le football toujours à l'honneur et ça se passe bien sûr en Côte d'Ivoire où justement avant son ascension à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo avait donc fait du développement du football local l'un des axes forts de sa campagne. Et donc aux commandes depuis 1 mois et demi déjà, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football est déjà à pied d'œuvre et on a pu le constater justement à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire tenue donc le 11 juin dernier. Une rencontre entre les membres actifs de l'AFIF durant laquelle ces derniers ont donc voté à l'unanimité pour une augmentation du nombre de clubs évoluant en Ligue 1 et en Division 3. Guéné nous replonge dans cette Assemblée générale. Il a placé le développement du football local au cœur de ses préoccupations. 1 mois et demi après son accession à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo est à pied d'œuvre, plus que jamais engagé à réaliser ses promesses de campagne. Réunis en Assemblée générale extraordinaire le 10 juin 2022, les membres actifs de la FIF, afin de matérialiser ce projet réaliste, ont voté à l'unanimité pour une augmentation du nombre de clubs évoluant notamment en Ligue 1 et en Division 3. Ainsi, les clubs de Ligue 1 passent de 14 à 16 et ceux de la Division 3 de 38 à 40. Cette réforme vise entre autres, selon les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, à donner plus de visibilité au football et aux joueurs du championnat local. Des mesures qui entrent en vigueur à partir de la saison sportive 2022-2023. Alors, en ce qui concerne les montées et les descentes éventuellement, donc nos textes disent que c'est la ligue professionnelle et la ligue amateur qui doivent faire des propositions au comité exécutif. Donc maintenant que les nombres ont été figés,
ces deux ligues vont se réunir et nous faire des propositions. Sur la base de ces propositions-là, que nous allons arrêter dans les règlements spéciaux les modalités de montée et de descente éventuellement. Cette Assemblée générale extraordinaire a également été l'occasion pour le comité exécutif de la FIFA d'acter la modification de son organisation décisionnelle avec un passage de 20 à 25 sièges. L'objectif étant de mettre en place des membres proches des rivaux de Diallo lors des élections, en l'occurrence Sori Diabaté et Didier Drogba. Yacine Idriss Diallo compte plus que jamais avec une équipe commando relever tous les défis nationaux et internationaux à venir, notamment à la CAN 2023, les Jeux olympiques de 2024 et la Coupe du Monde 2026. Nous restons dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, pour parler cette fois-ci de ce cauchemar qui se poursuit pour Sylvain Bohou, comme annoncé donc en titre. Le gardien de but titulaire de la Côte d'Ivoire a été suspendu à titre provisoire pour dopage par la FIFA. C'était en décembre dernier, ce qui l'a empêché de prendre part à la CAN 2021. Lundi 13 juin, la commission de discipline de l'instance dirigeante du ballon rond a encore annoncé en verdict final dans ce dossier 18 mois de suspension à l'égard du portier de Walkit City FC du côté bien sûr de l'Éthiopie à compter du 23 décembre 2021. La sanction s'étendra donc jusqu'au 23 juin 2023. Hasard du calendrier, il s'agit du jour du match d'ouverture de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, sa terre natale. Toute la question désormais est de savoir si le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, prendra le risque de convoquer un cadre resté 1 an et demi sans jouer. À moins que Bohou fasse appel. Pour rappel, justement, l'intéressé s'est toujours défendu en indiquant avoir pris de la triméthazine pour mégarde et sur prescription d'un ophtalmologue. Et c'est sur ce, justement, que nous refermons cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Prenons rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonsoir.